Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux de venir chez vous pour ce nouveau numéro du magazine Deadline. Avant de vous présenter le sujet de ce soir et mon invité, nous vous remercions pour avoir suivi avec beaucoup d'attention le magazine de la semaine passée où nous avons reçu pour vous le professeur émérite, docteur en psychologie et en sociologie, le professeur Rémi Mbaya, qui a parlé de son optique de sociologue, de psychologue, de la souveraineté de la RDC. Avec ces mots, il nous a fait comprendre la lucidité que nous, le peuple, ainsi que les dirigeants, que nous devons avoir pour que nous soyons dignes de ce grand pays, la RDC. Merci, vous nous avez suivis de partout. Nous avons recueilli vos messages, vos suggestions. Vraiment un grand merci. Nous allons saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Merci de nous suivre de la RDC. Merci de nous suivre partout en Afrique. Merci de nous suivre en Europe, en Amérique. Merci de nous suivre en Asie, en Australie. Merci pour ceux qui suivent à cet instant Deadline sur Orao Télécom, sur Kin24. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV. Merci de liker notre page Facebook Deadline. Ce soir, nous venons à la rencontre d'une candidate aux élections en RDC, élection 2018. Au de son expérience, elle va nous parler à cœur ouvert les méandres de cette réalité qui fait des élus et jusqu'à gérer le pays. Avec elle, nous allons passer en revue l'actualité politique de la RDC. Bonsoir Jacqueline Caridas Moulamba. Bonsoir Symphorien. Jacqueline Caridas, vous avez participé aux élections de 2018. C'est vrai que ça n'a pas abouti, mais vous n'allez pas baisser les bras. Aujourd'hui, on parle de questions de corruption, des sénateurs, ainsi de suite. Les députés provinciaux ont été corrompus. Oui, c'est vrai. Mais cette démarche, on reste dans cette démarche, je n'allais pas dire cette démarche logistique. Sur le plan coût, quelles sont les dépenses qu'un candidat, député national, député provincial, même un candidat sénateur dépense? Qu'est-ce que ça vous coûte? Si vous pouvez nous résumer cela, pour que nous puissions comprendre jusqu'à arriver à ce point où on parle de corruption. Ça coûte énormément. Tel que la manière dont sont organisées les élections au Congo, ça coûte énormément parce qu'on a habitué la population, donc les électeurs de quelque bord que ce soit, de recevoir des cadeaux. Donc, ils ne vous donnent pas leur voix gratuitement. Même si vous venez avec un bon projet, un bon programme, malheureusement, vous savez, ça fait des années, bien avant, pendant qu'on était encore de l'époque du président Mobutu, c'était déjà ça. Votez un tel et puis on vous distribuait des histoires. Aujourd'hui, on voit, par exemple, pendant la campagne électorale des députés, c'était la distribution qui va des pagnes, qui va des ceci, qui va des motos, etc. C'est pas ça qu'on doit faire. On doit faire en sorte que nous soyons des bons dirigeants pour pouvoir donner ce qu'il faut à la population, pour qu'ils ne soient pas dans la misère et qu'ils soient en train d'attendre pendant la campagne pour croire ou pour penser qu'ils ont droit de prendre tout ce qu'ils peuvent prendre, de presser comme un citron un candidat. Donc, cela veut dire, lorsque vous arrivez auprès de vos électeurs, sur le plan de générosité, vous remettez un peu d'argent, polo, habits, ainsi de suite, quelque part, vous êtes en train de corrompre indirectement ou directement. On n'est pas en train de corrompre. Si on fait un polo, ça reste un article de propagande, d'accord? Si les gens se déplacent pour venir vous écouter, vous allez leur donner un jus, de l'eau, un transport, ce n'est pas en train de corrompre. Mais quand vous commencez la distribution, à qui va d'un pagne,
qui n'est pas nécessairement un article de propagande, surtout s'il n'y a pas votre effigie dessus, certains ont donné des motos, des ceci. Je parle que dans la députation, on n'est pas encore dans les sénatoriales. Ça devient quoi? À quoi sert cette moto-là? Pourquoi est-ce que pendant toute l'année, vous n'avez pas fait? Vous venez construire une route pendant la campagne. Pourquoi? Est-ce que c'est le travail d'un député de construire une route? Oui, mais est-ce que c'est le travail d'un député? Pourquoi est-ce que pendant tout le temps, on n'a pas construit cette route-là? Et je parle sans cacher. La plupart des gens qui ont fait ça, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et ce n'était pas nécessairement de l'argent de leur poche. On a vu ici à Kinshasa des engins qui sont utilisés, qui viennent de l'OVD, des engins qui viennent de l'Office de route, dont certains candidats ont utilisé pendant la campagne. Ça, c'est un bien public. C'est punissable. Moi j'appelle, c'est déjà de la corruption. Parce qu'il a sorti un engin qui appartient à l'État pour utiliser à des fins privées. Ce n'est pas correct. Et nous qui n'avons pas accès à ces engins-là. Donc on est en train de se battre contre des gens de manière inégale. Ce n'est pas correct. Donc ça devient de la corruption. Et aujourd'hui, vous aviez vos électeurs qui étaient la population. Oui. Par exemple, pour les provinciales, pour élire les sénateurs, les électeurs sont des députés provinciaux. En effet. Maintenant, la même démarche que les députés à votre époque, vous avez fait envers la population en tant qu'électeur, est-ce que cette même démarche ne pouvait pas aussi être faite auprès des députés provinciaux en tant qu'électeurs, par générosité, qui faire un don, qui ceci? Est-ce que c'est de la corruption? Non. Qu'est-ce qu'un député est censé faire pour ces pays? Il est censé voter des lois. Qui dit loi dit rigueur, dit discipline, dit intégrité. On est d'accord. On a été sur le terrain. On a une population qui est dans la misère, qui attendait un petit quelque chose. Vous avez fait, où les uns et les autres ont pu faire des petits gestes. Mais pendant la campagne, qu'est-ce qu'on a promis? Est-ce qu'on a promis des pagnes? Est-ce qu'on a promis des maisons? Est-ce qu'on a promis des véhicules? Non. On a dit quoi? Nous allons aller là-bas, donnez-nous vos voix, parce que quand on va arriver là-bas, nous allons parler pour vous. On est d'accord? C'est ça le travail d'un député. Et ces députés qui arrivent là, est-ce qu'il a parlé pour la population quand il prend l'argent d'un candidat sénateur pour son propre bien? Est-ce que cet argent, il les redistribue à la population? Non, on le sait très bien. Il les prend pour lui. Il les prend pour lui. Il les prend pour lui. Mais est-ce qu'il a choisi les bons sénateurs? Parce que ces sénateurs, la population, moi aussi j'ai élu un député provincial, il est censé me représenter. Il est censé représenter la population. Quant à ces deux élections-là, il doit choisir un sénateur qu'il faut, qui a une bonne vision pour le pays. Il doit choisir un gouverneur qu'il faut pour le bien-être de ces pays. Mais quand il ne regarde pas les programmes ou l'intégrité de ces sénateurs, plus tard de ces gouverneurs, mais il se contente d'être vendu, de se vendre et d'être acheté, je suis désolée, c'est de la corruption, pure et simple. Il ne pense pas à la population, il ne pense pas au pays. Il a pensé à lui. C'est tout. Et c'est vraiment malheureux. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit problème. Il n'y a pas une procédure existante en RDC régissant et réglementant la campagne électorale sur le plan de faire un présent, des dons, ainsi de suite. Là, il n'y a pas cette procédure-là, il n'y a pas ce règlement. Il faut que les députés puissent penser pour qu'au moins on sache à quel moment c'est de la générosité et à quel moment nous passons à la corruption, parce que la ligne est vraiment étroite. Certes, si nous parlons de cette situation, c'est à cause de ce que nous avons observé avec les députés provinciaux de l'UDPS qui n'ont pas suivi le mot d'ordre venant de leur parti d'élire des sénateurs UDPS. Exact. C'est vrai, lorsqu'on parle de la corruption,
il y a plusieurs personnalités qui l'ont décrié. Vijay Chimanga l'a décrié, le Zolo Bambi, Adam Bombole, vous avez le professeur Mabi Moulumba, vous avez le monsieur de l'FCC, le nom m'échappe, ils l'ont décrié. Il y a même le PGR qui a proposé à la CENI d'arrêter le processus afin d'enquêter. Mais lorsque l'irréparable sera commis par les députés provinciaux de l'UDPS, c'est là où tous vont se réveiller. Tiens, il y a, comment on appelle ça, corruption. Maintenant, ma question est celle-ci. C'est le fait que la base de l'UDPS est, parce qu'on est en train d'analyser, est criée au scandale, que nous parlons de corruption, ou c'était une manière maintenant éthique de se dire que non, nous ne pouvons pas accepter les antivaleurs au Sénat. Ceux qui vont représenter le peuple doivent être irréprochables. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez? On va essayer d'analyser point par petit à petit. Comme vous dites, il y a même les procureurs qui a décrié, beaucoup ont décrié. Tout le monde en a parlé dans les réseaux sociaux. Mais vous et moi, est-ce qu'on s'est levé? Personne ne s'est levé pour aller dire stop. La CENI est passée outre comme d'habitude. Parce qu'il est indépendant, il fait ce qu'il veut. Très bien. Pourquoi est-ce que la base de l'UDPS s'est mise en marche? Tout simplement parce qu'on se retrouve sans sénateur de l'UDPS. Mais ce n'est pas seulement je ne pense pas que ce soit seulement les députés provinciaux de l'UDPS qui ont été corrompus. Je pense que ça a été pour tout le monde. Mais là, c'est criant. Parce que c'est aujourd'hui, le président actuel est issu de l'UDPS, d'accord? Et il n'a déjà pas la majorité dans les parlements. On aurait cru, on aurait pensé que pour les sénateurs ou même pour les gouverneurs, il y aura quand même une certaine situation qui allait se dégager. Et là, on se retrouve avec une catastrophe. Personne. On va rester juste à Kinshasa. D'après ce que j'ai compris, il y a entre 10 et 12 députés provinciaux de l'UDPS. À Kinshasa, il y en avait 12. S'il y a 12, chaque sénateur, pour être élu, il lui faut 4 voix. Ça veut dire qu'ils auraient pu dégager 3 sénateurs, rien que dans la ville de la province de Kinshasa. 0. Il y a des croix à sortir dans la rue. Donc, est-ce qu'on a besoin d'attendre? Dans cette base, il y a quoi? Beaucoup de jeunes. Est-ce qu'on a seulement besoin d'attendre que la base de l'UDPS bouge? Est-ce que nous, citoyens congolais, quand on voit qu'il y a des situations de corruption flagrantes, est-ce qu'on ne peut pas, nous tous, sortir un tout petit peu? Est-ce qu'on va toujours être amorphe? On va toujours accepter l'inacceptable? Pourquoi? Maintenant, on se retrouve avec des sénateurs, pas nécessairement qu'on aurait voulu. Et l'explication de ces députés provinciaux, c'est quoi? Quelle est leur explication? J'ai vu dans les médias, gauche-droite, non, parce que, ils ont reçu les mots d'ordre de leur parti, mais le parti ne pourvoit pas à leurs besoins en termes de campagne électorale. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Mais c'est légitime aussi cette manière de non, parler. je suis contre ça. Vous êtes contre ça? Je suis contre ça. On va revenir, on viendra à l'analyse de la manière dont c'est fait les choses chez l'UDPS. Il y a aussi des choses à corriger certainement ou à indiquer. Mais quand on est candidat, tel que c'est aujourd'hui, on sait très bien que même si notre loi dit que le gouvernement va financer les partis politiques, pour l'instant, le gouvernement ne finance pas les partis politiques. L'UDPS est un des partis les plus vieux dans notre pays. L'UDPS n'a pas suffisamment d'argent. Comme la plupart des partis, l'argent qu'il y a dans ces partis-là, c'est de l'argent des donations, c'est soit les cotisations ou alors l'autorité morale, ou on va dire le président, a mis un peu de l'argent de sa poche. Or, dans l'UDPS, qui a suffisamment d'argent au départ? Pas beaucoup. Et je peux vous dire que dans quasi tous les partis politiques, à l'exception près de quelques-uns, aucun parti politique n'a donné de l'argent à ses candidats pour battre campagne. Même toi, quand tu étais dans ton parti, tu n'as pas reçu. Et comment tu as battu campagne alors? Avec mes fonds.
La plupart des partis politiques, ce qu'ils ont fait, ils ont donné la caution lors du dépôt des candidatures à la CENI. La plupart, c'est ce qu'ils ont fait. Quelques-uns ont donné peut-être des 1000 dollars à gauche, à droite, mais ce n'est pas avec 1000 dollars. Vous ne battez pas campagne avec 1000 dollars. Ça veut dire que quand vous décidez de devenir candidat, vous devez vous préparer. Ou alors, vous faites en sorte que dans votre parti politique, vous ayez des récoltes suffisamment d'argent pour partager parmi les candidats, pour pouvoir battre campagne. Donc, actuellement, les candidats battent campagne avec leurs propres fonds. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc, ça ne peut pas être une excuse. Et on sait que pour être candidat provincial, ça coûte moins cher que les candidats nationaux. Moi, j'étais à la candidature à la députation nationale. Il faut tourner autour. Si vous voulez battre une bonne campagne correctement, sans corrompre les gens à gauche, à droite, vous devez aller dans les 100 000 dollars. Et ce n'est pas donné. 100 000 dollars 100 000 pour dollars. battre campagne. Oui. Dans Jacqueline Caridas, vous avez dépensé... Je n'ai pas mis 100 000 dollars, j'ai mis moins que ça parce que je n'ai pas 100 000 dollars. Mais quand vous faites un bon budget entre tout ce qui est propagande, tout ce qui est médias, ça coûte énormément cher. Vous êtes dans les médias. L'audiovisuel coûte très cher. Les effigies, les banderoles, sans compter qu'il y avait beaucoup de méchanceté sur la place. Vous mettiez vos banderoles, le lendemain vous revenez, c'était déchiré, etc. Là, ça devient maintenant du commerce. Quand quelqu'un dit que j'ai investi 100 000 dollars, plus ou moins 100 000 dollars, il s'est dit, en retour, il faut que je récupère cet argent. Non, ça ne devrait pas être de cette manière-là. On doit revoir tout dans ces pays, de fond en comble. Est-ce qu'on est obligé de battre campagne de cette manière-là? Dans d'autres pays, quand vous allez battre campagne, vous allez vers les jeunes, etc. C'est eux qui vous soutiennent. Ici, on est dans une telle misère que la population attend tout des candidats. Dans d'autres pays, c'est la population qui vient vous soutenir. Vous avez des militants qui viennent pour vous, qui viennent gratuitement. Des jeunes qui viennent vous soutenir, qui vont faire du porte-à-porte, etc. Chez nous, ce n'est pas le cas. La moindre chose que vous allez faire, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Donc, on doit peut-être revoir. Mais comment expliquer ce paradoxe? Quand vous êtes en France, aux États-Unis, les candidats, c'est juste des frais administratifs. Hein? En France, Macron, que ce soit Donald Trump. Mais vous venez au Congo où il n'y a rien, vous êtes pauvre, mais les gens vous donnent des 50 000 comme caution, des 1000 dollars. Comment vous expliquez cela? D'où tirez-vous tout cet argent, toute cette fortune? Parce qu'il faut comprendre. Ailleurs, la question, c'est d'abord où va cet argent? Quand la CENI a récolté autant d'argent, où est-ce que ça part? On n'a jamais les décomptes, on n'a jamais les comptes. Ce n'est pas la CENI qui récupère l'argent. Je pense que ça va à la DGDA, je pense. Ben, où est-ce que ça va? Par la suite, cet argent va où? Là, on ira poser des questions. Voilà. Mais vous, premièrement, vous avez cet argent où? Parce qu'on voit les nombres de candidats qui ont déposé cet argent, mais on se disait, waouh! Comme je vous dis, la plupart des partis politiques, non, la plupart des partis politiques ont donné la garantie de dépôt des candidatures. Moi, là où je suis, on a donné. Je connais dans beaucoup de partis, justement, ils savaient que ça pouvait être un point bloquant, puisqu'il fallait aller très vite. Ils ont préféré donner cette garantie-là. D'accord? Mais le problème n'est pas au niveau de garantie. Donner une garantie pour déposer votre candidature, c'est 1000 dollars. Ce n'est pas ça le problème. Mais il faut battre campagne. Et vous ne battez pas campagne avec 1000 dollars. Alors, on va revenir aux députés que nous avons décrié, la situation de l'UDPS. Beaucoup dans les médias disent, oui, mais on nous a donné des mots d'ordre, on ne nous a pas donné l'argent. Donc, je disais, on ne donne pas l'argent parce que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la plupart des partis politiques, même le PPRD n'a pas donné de l'argent à tout le monde, peut-être à quelques candidats. Pourtant, le PPRD a de l'argent, on le sait. Okay? Donc ça ne doit pas être une excuse. Bon, la question qu'on devrait se poser, quand on dit on va faire la politique, quel est notre objectif? C'est de s'enrichir ou bien de travailler pour ce pays? Je crois que c'est la première des questions qu'on doit se poser tous. Est-ce qu'on postule, on aspire dans la politique parce que c'est devenu l'endroit où on peut se remplir les poches? Je pense que c'est là le problème.
avant d'analyser quoi que ce soit, c'est d'abord ça le problème. Donc, monsieur a sorti 100 000, certainement pas 100 000, parce qu'on sait que les députés provinciaux, on reste dans la ville de Kinshasa, ils ont battu campagne dans une commune. Moi, j'étais à la nationale, j'ai battu campagne sur 7 communes, dont 2 énormes. Ngaliema, où j'habite, c'est plus de quasi 500 millions d'électeurs enrôlés. Donc, vous imaginez bien. Je pense que le problème est là. Quelle est la motivation de toute personne, homme comme femme, qui s'engage dans la politique dans ces pays? Est-ce que c'est juste pour le pouvoir et l'argent, ou bien on a envie d'apporter quelque chose? Jacqueline, lors de la réunion interinstitution, le président de la République prend la décision de suspendre l'installation des sénateurs élus pour donner la latitude au PGR de pouvoir procéder des enquêtes et passer à la dénonciation des supposés corrupteurs et corrompus. Êtes-vous d'accord avec cette démarche? Je dirais qu'il y a du pour et du contre. Bon, du pour, c'est parce qu'à un moment donné, il faut bien réagir. Mais moi, à mon avis, ça intervient un peu tard. Parce que quand tout le monde a commencé à décrier, quand on a vu les gens retirer leur candidature, c'était peut-être le moment d'agir. Mais la FCC n'est pas d'accord avec d'autres partis. Bien sûr, ils sont majoritaires, ils n'ont pas envie de perdre. Ils sont majoritaires. Si ça a été eux les corrupteurs ou pas, ça c'est pas, on n'est pas là. C'est pas ça la question. On n'a de toute façon pas des preuves tangibles, mais ils ont la majorité. Ils n'ont pas envie que de perdre cette majorité, ce qui est normal. Dans le président de la République, en tant que garant de la nation et veillant sur les bons fonctionnements des institutions, il avait le droit de pouvoir regarder de près pour donner une nouvelle dimension, une nouvelle ligne à suivre sur le plan éthique, sur le plan logique, sur le plan de loyauté, de personnalité et de crédibilité de l'homme politique, surtout ceux qui vont représenter le peuple. Il avait raison de faire cela. Il a tout à fait raison. Mais comme je dis, moi, à mon avis, cette intervention vient un peu tard. Parce qu'on savait qu'il y avait toutes ces tractations. On savait qu'il y avait toute cette corruption. Et il aurait dû réagir très vite. Donc, il a des conseillers. Et ces conseillers devraient être un peu plus agir avec dextérité. Quand il y a une situation qui ne va pas, on ne doit pas attendre que ça s'envenime, que ça devienne insupportable. Parce que là, on agit pourquoi? Non seulement l'UDPS n'a aucun sénateur, mais aussi la base s'est mobilisée, a commencé à détruire, ce que moi je condamne, je suis désolée. Ils devraient se remettre, poursuivre leurs députés et pas commencer à brûler, à tuer les gens. Parce que j'ai vu, il y a eu des photos, à Mbujimaï par exemple, une famille, semble-t-il, aurait été brûlée vive dans un véhicule ou un policier. Ce policier n'a fait que son travail. Il est censé mettre de l'ordre. Quand la population se met en désordre, il est censé, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais on a vu les images. Ça reste une victime comme nous. Il gagne quoi, ces policiers? L'État doit réparer. Donc, ceux qui ont commis ce forfait doivent être poursuivis. Comme moi, nous proclamons l'État de droit. Je pense que oui. Parce qu'il y a moyen de se mobiliser et de dire non sans devoir tuer personne, sans brûler quoi que ce soit. Parce qu'on se retrouve avec des actes de pillage. Est-ce que c'est ça? En RDC, on veut la démocratie, mais sans la tolérance. Est-ce que la démocratie peut marcher sans la tolérance? Parce qu'on sent comme s'il y a une certaine intolérance dans les chefs de certains partis politiques. Si ce n'est pas eux, pas d'autres. Donc le dialogue, il y a un problème de tolérance. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut parler de démocratie sans tolérance? On ne peut pas parler de démocratie sans tolérance. Parce que la démocratie veut dire quoi? Il y a un fair play. On est des amis sur le plan privé, mais sur la scène publique ou bien politique, on est adversaire. Si j'ai la preuve que tu as gagné, je dois accepter ça. Je dois accepter ça. Mais ce n'est pas dans le parti qu'on devrait inculquer la tolérance. C'est là où je reviens maintenant. On était en train d'analyser ce qui s'est passé dans l'UDPS. On va revenir un tout petit peu. Je pense qu'il a manqué un peu d'encadrement
Parce que donner un mot d'ordre, ça ne suffit pas. Ce n'est pas des soldats. L'IDPS agit peut-être un peu toujours avec sa base comme des soldats. Non, c'est des militants, certes, ce n'est pas des soldats. À un soldat, vous donnez un ordre, il accepte. Je pense qu'il aurait fallu une certaine sensibilisation. Mettre tous ces gens. On a vu, à Kingakati, les FCC, il a fait quoi? Ils se sont réunis, pas une fois, plusieurs fois. Pourquoi est-ce que l'autorité morale des FCC a estimé que c'était nécessaire? Parce qu'il voulait gagner. Donc, il a mis des stratégies en place. Mais est-ce que l'UDPS a mis des stratégies en place? Il ne suffit pas de donner un mot d'ordre. Il faut encore mettre des stratégies. Il faut gérer. Aujourd'hui, ce qu'on a vu pendant ces manifestations de la base s'est plainte de quoi? Tous les dirigeants, tous les cadres de l'UDPS sont devenus de grands politiciens à gauche, à droite. Ils gagnent bien et ils ont oublié la base. Donc la base, c'est sans délaisser. Quelle est la politique de l'UDPS? Quelle est la stratégie de l'UDPS? Comment est-ce qu'ils ont entretenu ces députés-là pour qu'ils arrivent à voter ou à ne pas voter? Parce que bientôt, on va devoir voter les gouverneurs. Et qu'est-ce qui va encore arriver? Catastrophique encore. Même ça là, serait on dommage. a suspendu l'élection des gouverneurs. Il y a certains qui pensent même qu'on devrait passer à la nomination des commissaires spéciaux. Spéciaux comme... Bon, je pense qu'en 2015, quand il y a eu des coupages, on a fait ça. On a fait d'abord, pour chaque nouvelle région, on a mis 3 commissaires spéciaux. Est-ce que vous pensez que le président actuel a cette latitude ou la capacité je pense qu'on devrait donner des commissaires on devrait donner à la population le choix de choisir qui va les gouverner. Chaque province devait choisir le gouverneur qu'il lui faut. Et pas donner à une comité de personnes qui ne se préoccupent pas de qu'est-ce que la population veut. Parce que ces députés, ils ont leur base. Est-ce qu'ils sont retournés dans leur base pour dire, voilà, nous avons tel candidat, qu'est-ce que vous pensez? Je n'ai pas encore entendu ça. Donc vous voulez qu'on change même absolument. Je pense que le mode de scrutin devrait être... On devrait changer ça. Que ça soit à la base, donc le souverain primaire puisse voter c'est la population. De la même manière parce que le président, les députés nationaux. Absolument, que ça soit la même parce chose. que la population, elle est gérée aujourd'hui dans chaque province. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine crainte que le gouverneur soit élu par la même base que le président de la République? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. On est en Afrique, hein? Pas nécessairement. Parce que ça me renvoie à la situation. À la même époque avec le Lumumba, oui. avec les Albert Kalonji, où tout le monde sécession. Pourquoi? Parce qu'ils étaient directement à la base. Hein. Vous ne trouvez pas que c'est aussi risqué? Est-ce que vous avez analysé, dans la plupart des régions, est-ce que vous avez vu des gens venir de l'extérieur, beaucoup de l'extérieur, venir dans une province? On devrait déjà analyser ça comme situation. On devrait déjà analyser ça. Est-ce qu'on donne la facilité à des gens qui viennent? Vous êtes, je ne sais pas moi, de la province de Bazouélé, vous allez au Katanga ou bien au Lomami ou bien au Maniema. Est-ce que vous avez accès? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qu'on doit analyser. Jacqueline Caridas, revenons sur la question de mot d'ordre. Oui. Parce que quand on parle de démocratie, c'est la liberté, la latitude de jouir de ses droits, de choisir en âme et conscience la personne que l'on veut. Bon, maintenant, quand on parle de mot d'ordre, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, le FCC, on peut prendre l'exemple du FCC. Le sénateur à vie, Joseph Kabila, a arrangé ses troupes pour dire voici la ligne à suivre. Même si les Atundu, les Alain Atundu, les Ongo ont décrié la corruption, mais il y a eu un mot d'ordre qu'on a suivi. Est-ce que le mot d'ordre au sein des partis politiques est une bonne chose? S'il y a à boire et à manger, à un moment donné, quand vous êtes un leader, vous devez aussi mettre de l'ordre. Mais un mot d'ordre, ça veut dire que peu importe ce qui se passe, vous devez faire ça. Je crois que ce n'est pas la démocratie, ça, déjà. Par contre, revenons toujours avec nos députés provinciaux de l'UDPS, d'accord? Est-ce qu'ils ont choisi ce qu'il fallait? Est-ce qu'ils se sont préoccupés de la population? Parce qu'aujourd'hui, le grand problème, la grande question, est-ce qu'ils se sont préoccupés de ce que leur base avait besoin? Ou bien ils ont regardé juste leurs besoins à eux? Donc, d'un côté, le mot d'ordre n'est peut-être pas très
démocratique comme situation, mais de l'autre côté, ils n'ont de toute façon pas suivi la démocratie. Parce que la démocratie aurait fallu quoi? Vous êtes député, vous retournez à votre base en disant voici ce que nous avons comme choix comme sénateur. Vous en pensez quoi? Parce qu'on a tous promis, quand on a bâti campagne, on a tous promis à nos bases qu'on retournerait. Mais combien sont retournés? Pour leur poser la question. Est-ce qu'ils ont tenu compte de la population? Ou bien ils ont tenu compte des dettes qu'ils ont et qu'ils doivent payer? D'où je reviens, on fait la politique du ventre. On veut s'enrichir, on ne se préoccupe pas de la population et donc nous tournerons toujours dans la même situation. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'estime, avec tout le respect que je dois à ces personnes, hommes ou femmes, on va rester toujours dans les députés provinciaux. On va plus parler de l'UDPS parce que c'est là où on a décrié. Mais quelle est la vision de ces personnes? Dans 5 ans, ils vont devenir quoi? Ils vont encore retourner? Parce que quand la base s'est mobilisée, la population s'est rendu compte qu'il y a eu des choses qu'il ne fallait pas. Même la population, celle qui n'était pas nécessairement au courant au moment de la campagne des sénateurs, aujourd'hui, cette population est au courant dans chaque recoin de la République. Et dans 5 ans, ces mêmes députés vont retourner vers leur base, vers la population, après qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait en disant « Oui, nous, on est affamés, donc on doit d'abord manger. » Jacqueline Caridas, un mot d'ordre est aussi important parce que lorsque vous arrivez au pouvoir, un parti politique a comme mission de conserver le plus longtemps possible. Je n'ai pas fini. Je vais y arriver. On a Macron, on a même Donald Trump, les républicains, vous verrez, le président être en contact avec son parti pour lui donner la ligne à suivre, de telle manière que le parti puisse conserver le pouvoir. C'est la raison pour laquelle dans les stratégies, s'il faudrait élire des députés, des sénateurs, cela doit aller dans la ligne de stratégie pour conserver le pouvoir. J'ai bien parlé des stratégies, d'accord? La question, c'est de quelle manière l'UDPS a fait cette stratégie? Parce que de l'autre, dans d'autres partis, il y a eu ça. Mais l'UDPS a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Comme je disais, il ne suffit pas de donner un mot d'ordre. Qu'est-ce que vous avez fait pour entretenir, parce qu'il y a des meetings, apparemment, il n'y a même plus de meetings qui se font et tout. Quand est-ce qu'ils se sont réunis? Quand est-ce qu'ils ont entretenu leurs bases et leurs députés? On ne voit pas. Donc, vous voulez dire le modèle à suivre dans la gestion d'un parti politique ou d'un regroupement politique, on doit copier le style du FCC, par exemple? Non, pas nécessairement. J'estime que quand on est un parti politique, on doit se réunir. Ce n'est pas du FCC parce qu'eux ont cette facilité de le faire. Parce que le président Félix l'avait dit, jusqu'à présent, celui qui a eu l'expérience dans la gestion du pays, c'est l'ex-président Kabila. Donc, on doit aussi, s'il y a eu de bonnes choses, par exemple... On doit copier ce qu'il y a de bonnes choses. Voilà, par exemple, mais si quand je dis pas nécessairement, c'est parce que quelque part, il y a eu beaucoup de gens qui ont décrié qu'il y a eu la corruption dans les FCC. D'accord. Donc, est-ce qu'on a besoin de copier la corruption? Non, pas la corruption, mais la gestion. La gestion, aujourd'hui, quel est le bilan? Non, parce que... De vous à moi, quel est le bilan? Non, la question est celle-ci. Il y a eu des bonnes choses et il y a des moins bonnes choses. Est-ce qu'on doit tout copier? Le fait de se réunir... Non, le fait de réunir, absolument, je l'ai dit. Depuis le début de cette émission, je l'ai dit. Vous l'avez si bien dit que, par exemple, l'ancien président Kabila a réuni ses troupes pour échanger, voir les stratégies. Absolument. Parce qu'un parti politique, son but est de conquérir le pouvoir et d'y rester qui est logique. Longtemps par des voies acceptables. Ce qui est logique. Là, on est en train de parler de l'UDPS. Oui. On a senti qu'il manquait, qu'il y avait peut-être un déficit communicationnel tendant à orienter une stratégie commune. Absolument. Pour éviter ce qu'on a vu. Là, on arrive, on n'a pas de députés, on n'a pas de sénateurs, plutôt, je dire. Et là, tout le monde crie catastrophe. Et ça pose problème. Jacqueline Caridas, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges, c'est vrai. Cette question des députés, sénateurs, qui sont là, l'émanation de la volonté de la population, c'est éthique. Donc, vous voulez nous dire que celui qui doit représenter la population, représenter le peuple, parler pour le peuple, pour l'intérêt du peuple, doit être irréprochable. On reste humain. Qui peut prétendre être irréprochable? On a toujours des défaillances. Mais
les principes, on les met où? Quand on devient dirigeant, ça veut dire qu'on a des responsabilités derrière nous. On a la population qui nous regarde. Donc, il y a un minimum de choses qu'on doit tenir, dont on doit tenir compte. Mais si on n'a même pas de morale, on n'a même pas d'éthique, qu'est-ce qu'on peut prétendre? On est les mêmes personnes en train de pleurer que le pays ne va pas, mais quand vous avez accès, vous faites du n'importe quoi. Ça ne va pas. Dans quelle mesure on va avancer? Est-ce que ces gens qui ont été élus par la population, qui sont censés entourer et travailler avec les nouveaux chefs d'État, est-ce que réellement ils sont là pour lui? Est-ce qu'ils sont là pour la population? Est-ce qu'ils vont réellement travailler pour la construction de ces pays? C'est à se poser des questions. Parce qu'ils ne voient que leurs intérêts. Jacqueline Caridas, à très bientôt. Nous savons déjà que l'FCC est majoritaire au sein du Parlement. Donc, c'est dans leur regroupement qui sera issu du Premier ministre. Premier ministre. Comment doit se passer cette gestion commune avec le président et son Premier ministre? Quel est le profil du Premier ministre? C'est vrai qu'il n'y a pas que du mauvais dans le FCC. Bien sûr que non, sinon on serait tous morts. Et dans les ressources humaines du FCC, nous pensons qu'il y a des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Si le FCC devrait proposer des candidats, des potentiels premiers ministres, pour tenir compte de la réalisation de la vision du chef de l'État, quel est le profil du Premier ministre? On va retourner vers les FCC, donc l'autorité morale des FCC, qui va désigner probablement cette personne-là. Quel est l'intérêt de l'autorité morale? Nous avons notre loi telle qu'elle est faite. Il y a un tournant. Aujourd'hui, c'est M. Félix qui est là. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Le FCC, quel est son objectif? C'est de revenir au pouvoir, ce qui est logique. Donc, personnellement, en tant que DRH, ce que je peux suggérer, c'est qu'il devrait choisir quelqu'un qui soit très compétent. Parce que tout le monde, aujourd'hui, on est en train, même la population la plus reculée est en train de comprendre ce qui se passe maintenant dans la politique. Donc, on saura que ces premiers ministres-là, ils proviennent des FCC. S'ils travaillent très bien, ça veut dire que ça sera de toute façon des louanges pour la FCC. Et donc, on donnera une possibilité au FCC de revenir. Mais s'ils choisissent quelqu'un qui va peut-être revenir avec un mauvais programme, qui va mettre des bâtons de roue au président. Dans le rôle du président Félix. Ben, ça se retournera de toute façon contre la FCC. Donc l'FCC a plus à gagner. Il a plus à gagner à travailler en collaboration. Un Premier ministre Absolument. qui va dans le sens d'aider le président actuel à réaliser sa politique pour démontrer que le FCC est capable par exemple, dans 5 ans de revenir parce qu'ils ont été là. C'est d'ailleurs le moment la vision du chef de l'État actuel. Absolument. Et ça sera peut-être l'occasion, à mon sens, pour le FCC de redorer son blason. Le FCC n'a pas existé pendant 18 ans. On a eu PPRD et puis des tas d'autres partis politiques. Mais à la tête de la FCC, on sait qu'on parle du sénateur à vie, Joseph Kabila. Donc ça sera peut-être l'occasion de corriger là où ça n'a pas été et de changer la vision de la population. Pendant qu'on battait campagne, dès que vous venez avec en disant vous êtes FCC, la population n'en voulait plus. Pourquoi? Parce que, comme il a décrié lui-même M. Kabila, il n'a pas été nécessairement toujours entouré des bonnes personnes. Il avait peut-être la volonté de faire, mais ce pays est grand, à lui tout seul. Ce n'est pas toujours évident. Donc, à lui maintenant de savoir qui il va choisir. S'il choisit une personne qui ne va que mettre des bâtons dans les roues pendant 5 ans au président Félix, ça va être dommage parce que les répercussions seront aussi négatives pour le FCC. Donc le FCC a tout à gagner. Il a tout à gagner à travailler en collaboration avec le président Félix. Et pour le bien de ces pays, pour que s'ils veulent revenir au pouvoir, je suppose qu'ils reviendront au pouvoir d'une manière ou d'une autre, peu importe qui sera les candidats à la présidentielle, qu'on ne trouve pas non plus le pays par terre. On est censé aller de l'avant et pas chaque fois reculer. Ce qui a été construit par le président Kabila jusque-là doit pouvoir continuer. On ne doit pas tout détruire. En tant que DRH,
vous êtes activiste politique, vous êtes DRH. Quel est le profil des potentiels gouverneurs à la tête des provinces de la RDC? Parce que c'est vrai que la plupart des provinces en RDC sont vraiment au bas de l'échelle. Et même cette question de rétrocession, ça n'a pas fonctionné. Non. Plusieurs défis. Quel est le profil? Est-ce qu'on doit avoir des futurs gouverneurs qui ont de l'imagination, hein, qui ont le sens de l'organisation, le sens des investissements? Quel est le profil des candidats gouverneurs, des futurs gouverneurs que nous devons avoir pour nos provinces de la RDC? Chaque candidat gouverneur devra avoir le souci de développer sa province. À travers quoi? Être entouré avec des bonnes personnes, bien entendu, mais éviter la corruption, parce qu'on sait que dès qu'il y a corruption, même si vous amenez des investisseurs, ça ne va pas fonctionner. On le sait très bien. Donc d'abord, avoir une intégrité. Mettre un système anticorruption. Avoir des idées innovatrices, de comment créer de l'emploi. Parce que si aujourd'hui les provinces sont dans la situation qu'il y a, parce que les rétrocessions ne fonctionnent pas, la plupart des provinces n'arrivent pas à produire. Pourquoi on n'arrive pas à produire? On revient, c'est la partie logistique, comme je vous ai toujours dit. Il n'y a pas d'infrastructure. Vous allez aller produire, par exemple, dans l'agriculture, mais vous allez écouler ça de quelle manière? Donc, remettre les infrastructures, trouver des investisseurs qui viennent, l'énergie aussi, pour pouvoir transformer, parce qu'on peut avoir des matières, mais il faut pouvoir les transformer. Donc, ça doit être une personne qui a l'esprit ouvert, qui prennent des initiatives dans le sens de développer la province et maintenir les ressources humaines dans sa province. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, parce que certaines régions ont la facilité d'accéder à la capitale, on voit très bien, la capitale est surpeuplée d'une manière ou d'une autre parce que les jeunes fuient les provinces. Il n'y a rien, il n'y a pas de l'emploi. Ils viennent tous à la capitale parce qu'ils pensent qu'à la capitale, ils vont s'en sortir. Malheureusement, on sait très bien que ça ne marche pas comme ça. Donc, on doit développer les provinces. Ça va même permettre de désengorger la capitale. Si toutes les provinces, si chaque personne sait que chez moi, je peux trouver un bon emploi, je peux vivre décemment, il y a tout ce qu'il faut, il y a la télévision, il y a l'électricité, il y a l'eau potable. Je suis jeune, je veux venir faire quoi à la capitale? Je vais contribuer dans ma province. Donc ça doit être le profil. Et penser à tout ce qui est développement durable. On a tout ce qu'il faut, mais on n'exploite pas ça dans bon escient. On ne l'exploite pas comme il faut. On a des forêts, on a de l'eau, on a des terres arables. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des choses? Donc pour moi, un bon gouverneur, même pour la ville de Kinshasa, il y a des choses à faire, il y a de l'emploi à créer. On a dans notre gouvernement, on achète combien de véhicules? On va rester dans la marque Toyota. On a combien d'organismes internationaux qui n'utilisent que cette marque-là? Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? On ne peut pas penser à faire venir Toyota pour qu'il y ait une chaîne de montage, par exemple ici. Vous savez combien d'emplois ça va créer? On pourra avoir, non seulement pour nous, mais pour vendre dans les pays limitrophes. Au lieu d'avoir des petits véhicules taxis avec volant à droite, on les aura à gauche parce qu'on pourra le monter ici sur place. Et on aura combien d'emplois? Rien que dans ces secteurs-là. On va terminer par là. Des crispations, c'est effectif. Les prisonniers politiques et d'opinion ont été libérés. Par exemple, Franck Diongo. Et il y a certains politiciens qui ont été libérés sous condition, comme Diomin Dongala. Quelle lecture faites-vous de l'acte posé par le président qui a fait une promesse de campagne, qui a fait une promesse lors de la présentation de son programme des 100 premiers jours? Il avait dit que dans 10 jours, à peu près 10 jours, c'est vrai, c'est allé au-delà, mais il a tenu promesse. Quelle lecture faites-vous de... Il n'a jamais dit 10 jours.
dans dizaines de jours. Et les gens Dizaines, l'ont pris voilà. au moins en disant 10. Voilà. Dizaines de jours, ça va jusqu'à 19. Tout à fait. Et les Congolais, ils Heureusement, n'entendent en que tant ce que que, DRH, il vous n'entend avez que ce vraiment qu'il a bien envie suivi. d'entendre. Voilà. D'accord? Dans Évidemment, une dizaine de jours. Voilà, il a tenu promesse. il est absolument à féliciter. Parce que, j'ai encore dit hier dans une émission, nous sommes une jeune démocratie et ça s'est construit pas à pas. Ceux qui sont passés avant lui ont construit une petite chose. Chacun a apporté sa petite pierre. Et là, c'est aussi une forme de montrer à quel point la démocratie est en train de grandir dans notre pays. Il a promis et il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces pays, on a maintenant la liberté de dire ce que nous pensons. Et nous espérons non seulement qu'il va maintenir cette conduite-là, de se dire chacun est libre de s'exprimer comme il l'entend, bien sûr avec tous les respects, parce qu'on ne doit pas non plus confondre la liberté de s'exprimer avec des injures. On voit beaucoup de politiciens qui sont très injurieux. Ce n'est pas bien, ce n'est pas ça. On est censé, quand on est politicien, éduquer la masse, éduquer la population. Donc, on doit arrêter cette façon. Le travail d'éducation. Absolument. Absolument. Au sein des partis politiques, on doit apprendre la tolérance, le respect. Le respect, exactement. Mais en tout cas, je félicite le président Félix Tshisekedi d'avoir tenu parole dans les délais. Je précise bien dans les délais parce qu'il a fait dans le temps. On n'a pas dépassé les 19 jours et tout le monde a été libéré. Et il a continué à demander pour tous ceux qui n'auraient pas été repérés dans la liste de pouvoir se manifester. Donc, c'est une très bonne chose. Il avait promis dans une dizaine de jours, comme l'a dit Jacqueline Caridas, dizaine de jours va jusqu'au 19e jour. Donc, il était dans le temps. Jacqueline, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de Deadline? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Quand on fait l'option de faire la politique, nous devons d'abord penser à la construction de ces pays. Je n'arrête pas de dire que nous sommes des passagers sur Terre. Aujourd'hui, nous avons l'âge que nous avons, nous sommes au pouvoir ou pas, peu importe, nous dirigeons. Mais le lendemain, c'est ce que nous allons laisser à nos enfants. Mais si nous, par gourmandise, par des questions d'intérêt personnel, nous ne regardons pas, nous ne construisons pas ces pays, nous nous enrichissons de manière illicite très rapidement, nos enfants ne continueront qu'à vivre à l'étranger. Et c'est malheureux. Parce qu'à l'étranger, ce n'est pas chez nous. Chez nous, c'est ici. Donc, tous ceux qui sont en train d'envoyer leurs enfants à l'étranger parce qu'il y a la corruption, parce qu'il n'y a pas de bonnes écoles, parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, ils doivent se dire que maintenant, il est temps de construire ces pays. On a tout ce qu'il faut pour que ces pays soient un des pays les plus riches. Pas potentiellement, on est potentiellement, mais que ça le devienne effectivement. Mais pour ça, on doit s'engager. C'est normal que quand on travaille, qu'on gagne sa vie, qu'on ait envie d'avoir de bien. Mais quelle est la vision qu'on a pour ces pays? Est-ce que c'est des visions toujours à court terme? Je suis là pour 5 ans, je suis député, je m'enrichis au maximum, et puis demain, c'est quoi? On doit arrêter ça. On doit avoir de la tolérance dans les partis politiques. On doit se dire que quand on fait de la politique, on n'est pas des ennemis, mais on est des adversaires politiques, on peut être des partenaires. On doit pouvoir s'entraider mutuellement juste pour le bien de la construction de notre pays. On est au mois de la femme, comme on l'a dit. Tout à fait, allez-y. Au mois de mars. Je reste une femme politique et je reviens sur la parité. Nous continuons le combat de la parité parce que c'est dans nos lois. Nous avons la loi qui est là, mais qui n'est pas appliquée. On continue à passer de côté. Donc, nous nous battons. Nous ne sommes pas des féministes, mais nous nous battons pour le genre et la parité parce que la loi dit que nous avons droit. Donc, nous demandons à tous les gouvernants, et en particulier au président Félix Tshisekedi, et de l'autre côté au FCC, puisqu'ils ont la majorité, quand il y aura des nominations, puisqu'on n'a que 10% au Parlement national, quand il y aura des nominations, il y a des femmes qui sont compétentes, qu'on aille chercher dans les compétences. On cherche la parité, mais on vient avec des projets d'amélioration, on vient avec des projets et on a des compétences. Venez nous chercher, nous sommes là, nous voulons contribuer pour construire notre pays. Nous sommes plusieurs.
je suis dans une dynamique qui s'appelle Dinafec. Nous aurons notre première sortie officielle normalement le vendredi 29. Nous avons été chapeautés pendant la construction de cette association par ONU Femmes, mais nous n'allons pas rester sous l'égide de ONU Femmes. Nous sommes toutes des femmes, toutes familles politiques confondues. Notre combat, c'est que la femme doit prendre possession et elle doit être dans tous les organes décisionnels du pays. Merci Jacqueline Caridas pour ta participation dans ce numéro de Deadline. Merci beaucoup, c'est trop bien. De l'actualité politique, il y a 3 leçons à retenir. La première chose est que la RDC est sur la bonne voie. C'était presque impossible de penser que l'on puisse décrier la corruption, les anti-valeurs. La RDC se tourne vers la construction des valeurs positives. C'est une bonne chose. Deuxième leçon à retenir, dans nos familles, apprenons aux membres de nos familles la tolérance, le respect de l'autre, le dialogue, de telle manière que ces personnes qui quittent nos ménages, nos maisons, qui s'inscrivent au sein des partis politiques, puissent avoir une base, de telle sorte, dans les partis politiques, puissent avoir naissance le dialogue, la tolérance et le respect. Troisième leçon à suivre, la RDC est une jeune démocratie. C'est pour la première fois de notre histoire que nous avons en vie un ancien président. Le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange est libre, comme tout Congolais, de faire des activités, d'être dans son regroupement politique. Il n'est pas l'ennemi de Félix. C'est juste un collaborateur. Donc nous devons nous habituer à sa présence. Le Congo a besoin de Félix Tshisekedi, de Joseph Kabila, de Martin Fayoulou, de Jean-Pierre Mbemba, de Moïse Katumbi, Moussa Nyamouss, tous les Congolais, moi qui parle, Jacqueline Caridas, hommes et femmes, tout le monde, nous devons nous mettre ensemble, parler Congo pour aller de l'avant. Avec un seul mot d'ordre, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La femme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que je ne veux pas avoir les arrows de femmes pour dire voilà, il est contre la parité. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez raté ce dimanche à 22h30, rattrapez-nous le jeudi à 14h02 sur Kin 24. Suivez à volonté ce magazine sur notre chaîne YouTube Sanfrien Katende TV ou allez encore le suivre sur notre page Facebook Deadline. Restez connectés sur Kin 24 Télévision, notamment aussi en passant sur Orao Télécom. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci.